Ok. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Make in Real. Aujourd'hui, nous allons recevoir un chercheur brillant du nom de Donald Monté, actuellement doctorant à Polytechnique de Paris. Euh, Nous allons partir aujourd'hui sur un plan très simple. Donald va d'abord nous parler de son parcours, ensuite nous allons aborder les méthodes mathématiques et numériques qu'il utilise dans ses travaux de recherche. Ensuite, euh, nous allons parler de la vulgarisation de la science, que ce soit en Occident ou en Afrique, ainsi que le mot de fin de galvaniser la jeunesse. Bonjour Donald, merci d'avoir accepté de te prêter au jeu. Bienvenue. Merci beaucoup Thierry pour l'introduction et c'est un honneur pour moi de passer sur ta chaîne. Je tiens à encourager l'initiative parce qu'on a vraiment besoin de ça sur le continent et voilà. Donc c'est un plaisir d'être là aujourd'hui avec toi. Ok, bon, sans toutefois tarder, Donald, nous allons commencer par ton parcours. Bon, j'aimerais que tu sois précis dans ton parcours, c'est-à-dire tu commences tu commences du secondaire ou du primaire, c'est ton choix, mais que tu termines par où tu es aujourd'hui, notamment Polytechnique de Paris. Ok. Bon, à quel point tu veux qu'elle soit précise? Parce que je peux être précis en 3 minutes, hein, mais bon, je crois que j'ai compris, Bon, j'ai compris ce que tu veux dire. Je vais essayer d'être précis en faisant ressortir quand même les points clés, on va dire, de mon parcours. Donc, je propose de commencer par le baccalauréat. Donc, j'ai mon baccalauréat au Cameroun, au lycée bilingue de Bouddha en 2018. C'est un baccalauréat C. Et comme la plupart des élèves qui faisaient partie des meilleurs de leur classe à cette époque-là, le but c'est d'intégrer une école d'ingénieurs en général. Donc, et la meilleure du pays, ou la plus réputée, c'est l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Polytechnique. Donc, du coup, moi, j'étais galvanisé à y entrer. Je voulais être ingénieur en génie mécanique. Bon, j'avais une petite idée, mais si tu me demandais concrètement en quoi consiste le travail d'un ingénieur, il ne pouvait pas te dire. Si tu me demandais que dans une entreprise, un ingénieur fait quoi? Il ne pouvait pas te dire. Je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Ils veulent voilà, avoir une formation pour le nom parce qu'on dit que c'est bien, mais est-ce qu'ils savent si ça va les plaire vraiment ou pas? Bon. De toute façon, j'étais dans cet état d'esprit-là. Et après mon baccalauréat, donc, je me suis donc présenté au concours que je n'ai pas eu. Aujourd'hui, j'avais le recul, heureusement ou malheureusement, bon, c'est à voir. À l'époque, c'était malheureusement. Aujourd'hui, j'aurais tendance à dire heureusement. Donc, ça varie. Voilà, donc, j'ai pas eu ce concours-là et voilà, ça m'a un peu démoralisé. Ça, il faut le dire. Après, l'autre option, c'était de faire l'université parce que j'aimais beaucoup la physique dans mon cursus. Et donc, j'ai mon cousin qui était également ingénieur et qui m'a conseillé de faire le concours de l'École nationale supérieure des travaux publics. Dans l'ENSCP à Yaoundé, il y avait une nouvelle filière qui vient d'ouvrir la filière Architectural Engineering. Et donc, c'était intéressant, ça mêlait à la fois vraiment le génie civil et le design et l'architecture. Et j'ai fait ce concours. Et en même temps aussi, comme je voulais être attaché à la physique, j'ai fait le concours d'école normale supérieure de Yaoundé en physique. Donc, voilà, donc j'ai reçu les deux concours pour cet épisode. Et voilà, j'ai voulu faire les deux écoles, on va dire comme ça. Parce que moi, mon plan à ce moment-là, je ne prévoyais pas de l'étranger, c'était pas une finalité. Moi, je disais, ok, peu importe où tu es, tu dois pouvoir t'en sortir. Et il me disait, même si je vais à l'étranger, c'est après. Mais je dois d'abord assurer mon avenir ici. En fait, c'est ça mon objectif. Il faut d'abord que je trouve le moyen d'assurer mon avenir ici au Cameroun. Et après, je peux aller à l'étranger si j'ai envie de perdre un peu le temps là-bas ou si j'ai envie de faire une thèse là-bas. Bref. Et donc, moi, mon plan, c'était, j'ai fini l'école de travaux, j'ai fini l'école normale, je suis enseignant, donc en physique. Et à côté de ça, j'ai mes projets, mes trucs en architecture aussi, voilà, j'ai mes marchés. Je travaille dans un cabinet, je mon propre cabinet, voilà. Mon plan était ça, tout simplement. Et donc, j'ai voté les deux parcours, c'est 5 années, les deux. À l'école normale, en troisième année, je suis allé à l'université pour pouvoir avoir une licence.
pour ma licence en physique, j'ai vraiment apprécié l'université. La manière dont l'université fonctionne, contrairement à une école professionnelle, formation professionnelle. Et voilà, ça m'a beaucoup plu ce monde académique là, purement académique. Du coup, j'ai continué à l'université jusqu'en master aussi. Donc, en ce moment-là, je faisais les trois en parallèle. Et voilà, donc en mai 2023, j'ai soutenu mon mémoire de fin d'études à l'École normale supérieure de Yaoundé, en physique donc. Et j'étais en master 2 à l'université également. Je préparais aussi un mémoire en faculté en sciences des matériaux. Et donc, du coup, comme j'ai eu très bonnes notes durant mon cursus, les trois cursus, mais à cet âge-là, je me suis rendu compte que j'aimais surtout plus la physique. C'était vraiment vers là que je voulais aller en priorité. Il y avait des opportunités de bourse et tout, plein de choses. Et je savais que je ne pouvais pas manquer une si je voulais y aller. Du coup, je me suis dit, OK, la meilleure université en France, c'est l'Université Paris-Saclay. Il y a une bourse là-bas. J'ai postulé à la bourse, j'ai postulé au master, pardon. J'ai été sélectionné pour la bourse IDEX à l'université Paris-Saclay. J'ai obtenu la bourse en 2023 et j'ai l'école des travaux. J'étais en cinquième année à la fin, mais bon, j'ai abandonné. L'école normale, j'ai fini, donc je suis enseignant. Bon, après, j'ai pas pris service, tout ça. Bon, je suis abandonné. J'ai mon diplôme et je suis venu faire la physique donc à Master 2 à l'université Paris-Saclay, donc un master en physique quantique, Ok. euh, intéressant les mêmes matières. Et donc, j'ai fait mon master l'année passée, en 2024. Et début 2024, fin de 2024, pardon, j'ai donc postulé pour une thèse à l'École polytechnique de Paris. Donc, une thèse toujours en physique des placements optiques non linéaires, physique des lasers. C'est à l'École polytechnique de Paris. Donc, j'ai eu cette thèse. Et depuis octobre, voilà, je suis en train de faire ma thèse. Voilà, donc Ok. j'espère que Ah. j'ai été précis dans mon parcours. Non, Voilà, non, ça, c'était excellent. C'est un parcours brillant. voilà. À propos de ce parcours-là, j'ai quelques petites questions. Pourquoi Ouais, la bien sûr. physique? Pourquoi la Parce que bon, physique? moi aussi, j'ai été passionné de physique. En fait, je suis un passionné de physique. Ouais. Donc, pourquoi la physique? Ah, je vais dire, je me suis rendu compte assez tôt, dès les premiers cours de PCT qu'on faisait, donc physique chimie et technologique, qu'on faisait à l'époque, dès la classe de quatrième, que la physique, ou comme on l'appelle, c'est une science, la science de la nature. C'est une science qui permet d'expliquer le réel. Concrètement, c'est ça le but, expliquer comment le monde dans lequel on vit fonctionne. Et pour moi, la moindre des choses, si tu te dis être intellectuel, on va dire, c'est que tu peux au moins comprendre le monde dans lequel tu vis, comprendre comment fonctionne une ampoule, comprendre comment fonctionne Internet, comprendre comment fonctionne le soleil. Bref, c'est comprendre tout dans le monde, comprendre le monde dans lequel tu vis en fait. Pour moi, c'est ça le meilleur niveau d'intellectualisme. C'est pas ça, on peut dire ça comme ça. Et donc, naturellement, je me suis dit, bon, voilà, la physique, m'a toujours passionné. Donc, je vais faire dans ça, voilà, c'est pour comprendre simplement le réel. En effet. En effet, bah, tu sais, généralement, pour les étudiants qui ont choisi la C, c'est souvent parfois difficile de choisir entre la mathématique ou la physique après. En fait, si tu as été très bon dans ces deux matières-là au Exactement. secondaire. Mais généralement, Exactement. ce qui sépare les gens, c'est ce petit truc-là qui te Ouais, permet de définir peut-être la nature, des choses comme ça. Donc, c'est généralement ce petit exactement. truc-là. Exactement, Parce que moi, exactement, moi c'est aussi, ça. bon, j'ai préféré faire la physique, hein. Ouais, 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 bien sûr. Bon, en ce qui concerne maintenant ton parcours, tu as fini actuellement, tu es doctorant à Polytechnique de Paris. Ouais. Peux-tu nous dire à quoi consiste ton sujet de thèse actuellement, sans toutefois, euh, Aller dans les trucs comment dire, fondamentaux. sans toutefois, Ça. sans toutefois dévoiler les secrets de ta thèse, quoi, dans une logique De de vulgarisation. conservation de la propriété Ah, intellectuelle et ok. sans toutefois aussi euh, en fait, l'idée est tout simplement d'éviter un éventuel conflit d'intérêts. Ok, ok. Bon, pas de souci. Peut-être là, je vais me centrer beaucoup plus donc, sur le domaine, le contexte, l'idée générale de la thèse. Donc, moi, je travaille dans le domaine de la photonique terrestre.
Je vais expliquer ce que c'est. Donc, la première partie, c'est la photonique. Donc, la photonique, c'est la science du photon, de la lumière, la science qui étudie la lumière, tout simplement. Et voilà, une science très vieille. Euh, et donc, ça a beaucoup d'applications. Le premier exemple, c'est bon, ce qu'on est en train de faire là, les vidéos. Parce on a accès par là à distance, donc on a des impulsions lumineuses qui travaillent, qui traversent on a des impulsions lumineuses qui sont envoyées dans les fibres optiques, qui voyagent à la vitesse de la lumière, donc à des très longues distances et tout. C'est parce qu'on a compris comment la lumière se comporte, qu'elle peut se réfléchir plusieurs fois sans perdre du signal. Voilà. Voilà, ça, cette science du photon là, elle est aussi à l'origine de la reconnaissance faciale, voilà, les télécommunications, tout ça. Et maintenant, cette science de la lumière là, la lumière donc couvre, on va dire comment, à plusieurs modes de vibration. On va dire un peu comme la touche d'un piano. Il y a plusieurs sons. C'est pareil avec la lumière. Donc, on peut faire de la photonique dans le domaine du visible, comme je viens de l'expliquer avec la fibre optique. On peut aussi la faire dans le domaine de l'infrarouge. On peut la faire dans le domaine des ondes de radio, etc. Et moi, je travaille dans le domaine des ondes THz. Les ondes THz. Donc, c'est un domaine qui est entre, voilà, on va dire les micro-ondes et les ondes infrarouges. Et donc, c'est un domaine très intéressant parce qu'effectivement, il a également beaucoup de promesses fondamentales et technologiques. Le côté technologique, c'est parce que c'est une radiation lumineuse qui a de très faible énergie, mais qui pénètre beaucoup dans la matière. Donc, ces deux caractéristiques font que c'est un très bon substituant aux rayons X, par exemple, pour faire de l'imagerie médicale. Parce que les rayons X, eux, ils pénètrent très peu dans la matière, ils sont très nocifs, ils ont très haute énergie. Et donc, voilà, il y a un nombre minimal de radiographies qu'un humain peut faire par an et tout pour limiter la dose d'exposition au rayonnement. Alors qu'avec les ondes de THz, comme ils ne sont pas offensifs, voilà, et ça permet d'avoir une meilleure résolution dans l'image et tout. Donc, ça a beaucoup d'applications en imagerie médicale, également en système de défense pour les radars, les scanners, tout ça. C'est également dans ces eaux-là et aussi en télécommunication. La future 6G, si on va voir la 6G, ce sera dans la zone de THz en fait qu'il faut réussir à maîtriser, contrôler, manipuler et propager dans certains systèmes, l'Internet des objets connectés, tout ça dans la gamme THz à très haut débit. Voilà, donc il est fondamental parce que plusieurs états fondamentaux sont dans cette gamme-là. Je vais parler de la matière quantique, un état qu'on appelle la superconductivité. Voilà, les énergies de vibration dans les matériaux superconducteurs sont dans la gamme THz en particulier. Et aussi, voilà, on va aussi dans les trucs comme on fait les systèmes de qubits pour l'information quantique dans le THz, plein de choses. Voilà. Donc, il y a vraiment plein de trucs intéressants dans ce domaine. Et voilà, moi, je travaille en gros pour continuer à comprendre les choses dans ces zones-là et voilà, qui donnera plus tard certainement de très belles applications. En fait, pour apporter ta contribution. Voilà. Donc, je vois que le domaine a plusieurs applications, notamment avec la science fondamentale et notamment en ingénierie aussi. Ingénierie, oui, oui, ça a vraiment les deux points. Ça a vraiment les deux points, en fait. Ça, c'est très intéressant. En fait, tu es le premier chercheur qui fait la science fondamentale que j'invite sur mon panel. Maintenant, j'aimerais comprendre comment est-ce que vous abordez donc cela d'un point de vue mathématique. Parce que bon, tu sais, moi, je suis vraiment à cheval avec les modélisations mathématiques et les problèmes numériques, tout ça. Mais j'aimerais savoir comment est-ce que vous abordez ça d'un point de vue mathématique et expérimental. Ok, intéressant. En gros, d'un point de vue mathématique, on fait des simulations numériques. Et les simulations numériques, qu'est-ce qu'on fait en gros avec ces simulations numériques? C'est on résout, de manière simple, on résout les équations de Maxwell. Donc, les équations de Maxwell, pour ceux qui nous écoutent, ne savent pas, c'est un ensemble d'équations qui permet de décrire les ondes lumineuses. Et là, voilà, donc comment la lumière se propage, comment la lumière interagit avec la matière, comment elle se réfléchit, comment elle se diffracte, etc. Et donc, quand un phénomène qui met en œuvre la lumière, généralement, on a fait des équations de Maxwell pour comprendre ce qui va se passer lorsqu'ils vont interagir. Voilà. Et donc, nous, ce sont des équations différentielles, des équations dérivées partielles, ces équations-là. Et donc, lorsqu'on a un système, donc, au laboratoire, on va construire certains métamatériaux, ce qu'on appelle les métamatériaux. Donc, ce sont des structures qu'on va construire à l'échelle
à l'échelle microscopique pour étudier la lumière Tera-S. Bon. Donc cette structure-là, on va envoyer dessus les ondes Tera-S, on va interagir et tout. Il y a plein de choses qu'on veut regarder. Et donc, lorsqu'on a certains résultats, on va, pour les interpréter, voilà, on va émettre des théories. Il y a des théories qui encadrent ça. Et pour vérifier et pour pouvoir faire des prédictions plus tard, on a besoin d'un modèle. C'est-à-dire, une fois qu'on a observé une expérience, on dit, OK, on observe ça. Ce serait bien d'avoir un modèle qui nous permet de reproduire ça. Comme ça, si après on se pose une question sur autre chose, si c'est difficile de refaire l'expérience et tout, on peut interroger le modèle. Okay, qu'est-ce qu'on pourrait obtenir si on faisait plutôt comme ça? Et le modèle expérience nous permet d'avoir des trucs cohérents en fait. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a besoin de simulation. Ouais, bon, je pense que là, tu décris là le principe général de la modélisation, en fait, parce que, en fait, on fait une modélisation parce qu'on a besoin d'un modèle prédictif. Donc, quelque chose qui va nous permettre de prédire le comportement qu'on ne pourrait pas faire peut-être en expérimental ou bien quelque chose comme ça. Bon, parfois, c'est aussi important parce que ça permet de, comment dire, c'est économique d'une certaine façon. Parce que l'expérimental coûte cher. Exactement, ça coûte très cher. Bon, tu as parlé des équations de Maxwell. Bon, moi, j'avoue que bon, j'ai eu à résoudre des équations de Maxwell dans certains problèmes, mais c'était pas forcément pour le même problème que toi tu résous. Ouais. Les équations de Maxwell, c'est un modèle. Maintenant, lorsque vous envoyez des faisceaux lumineux sur un matériau, métamatériau, comme tu as dit, et que vous récoltez donc les résultats que vous allez interpréter plus tard. Ouais. Bon, pour valider le modèle que vous avez développé, peut-être grâce aux équations de Maxwell, il faut valider d'une certaine façon le schéma numérique ou bien la méthode numérique que vous avez utilisée pour que ce schéma numérique-là soit capable de reproduire ce que vous avez obtenu en expérience. Exactement. Est-ce que, quelle méthode numérique exactement vous utilisez dans vos travaux? Basiquement, c'est un peu des éléments finis. Hein. C'est ça, les éléments finis. Donc, je pense qu'il y a un nom de code là. Ça doit être FDTD, une méthode, je pense. Finite Differential, je ne sais plus trop le nom exact de l'acronyme. Mais voilà, c'est la méthode qu'on utilise. En gros, ce sont la méthode des éléments finis. Et c'est qu'il y en a plusieurs méthodes des éléments finis, mais voilà, c'est celle-là qu'on utilise pour les équations de Maxwell. En gros, c'est se dire, ok, j'ai telle structure, peut-être le plus simple, on peut le dire, j'ai un métal, ici j'ai de l'air, ici en bas j'ai un métal, j'envoie une onde de telle fréquence avec telle polarisation, avec telle énergie, voilà, telle amplitude sur ce métal. Quelle partie de l'onde va travailler dans le métal, quelle partie va être réfléchie, est-ce que ça va modifier la fréquence, voilà. Et quand on résout les équations de Maxwell, ça nous donne toutes ces informations-là, l'indice de réflexion et tout. Donc, c'est plus dans cette optique-là qu'on résout les équations de Maxwell, en fait. Ok. Bon, maintenant, tu sais, bon, le modèle numérique peut reproduire l'expérimental d'une certaine façon. Ouais. Oui, maintenant, comment savoir que le modèle numérique est, en fait, le modèle, pas le modèle numérique. Comment savoir donc que le modèle est d'une certaine façon stable? Parce que bon, je prends un exemple. Généralement, il y a des modèles mathématiques qui reproduisent certains phénomènes physiques bien connus. Vous pouvez le valider en expérimental. Mais du moment où il y a une certaine variabilité dans le modèle, ça explose complètement. Comment est-ce que vous vous rassurez donc que votre modèle est d'une certaine façon stable? Ok, peut-être stabilité. Bon, je ne sais pas si je comprends la question, je vais essayer de répondre, tu vas me dire si j'ai compris ce que tu veux dire par là. Nous, en fait, on se limite à... déjà, les équations qu'on résout sont des choses déjà bien... Enfin, on ne construit pas notre modèle, déjà un modèle qu'on va construire nous-mêmes, qui sera nouveau, qu'il faut tester et tout et tout. Ce sont des codes de calcul qui existent déjà, qui ont été appliqués à plusieurs autres structures dans le domaine. Donc, c'est un truc déjà assez standardisé, quoi. Il y a des logiciels déjà tout faits, construits pour résoudre ces équations et donc sont déjà assez fiables en fait. Maintenant, nous donc, du moment que on a observé nos expériences, on va faire un modèle théorique, donc mathématique et tout, et on va écrire un code avec ces algorithmes-là pour le résoudre. Donc, une fois que le résultat que l'algorithme nous donne, la simulation nous donne,
donne les mêmes résultats avec les entrées qu'on lui donne que l'expérience a donné. Quand on compare et que l'erreur est très faible, pour nous, on conclut que c'est bon en fait. Donc pour nous, là, c'est suffisant. Étant donné qu'on ne crée pas nous-mêmes code. En fait, le but de ma thèse n'est pas de créer un code de simulation numérique qui serait stable et tout. On utilise les codes qui existent déjà, qui sont stables, pour résoudre nos systèmes en fait. Ah, ok, je comprends. Là, maintenant, ça veut dire que ma prochaine question, ça vaut plus la peine de poser. Ouais, justement, ma thèse n'est pas simulation numérique, c'est d'abord expérimental dans un contexte de la physique fondamentale. Et maintenant, on fait les simulations à côté juste pour avoir une cohérence entre les deux et pour avoir un modèle. Ouais. Bon, ok, je vois l'affaire. Donc, en fait, disons que c'est un peu expérimental. Oui, c'est surtout en thèse expérimentale. C'est le plus gros travail, c'est expérimental. À côté, on fait des simulations, mais c'est surtout expérimental. Ouais. Bon, je vois aussi que, je pense qu'on peut passer à la prochaine question. Comme tu veux. Bon, je vois que tu es beaucoup actif sur les réseaux, en fait, tes plateformes. Tu as beaucoup de followers sur LinkedIn, que j'apprécie déjà. Aussi sur Facebook, sur YouTube. WhatsApp. Tu as créé des groupes où tu annonces cette dynamique-là pour vulgariser, galvaniser la jeunesse. En fait, pour le montrer, démythifier le parcours, montrer que n'importe qui peut réussir, que c'est pas compliqué, ainsi de suite. Bon, et aussi, à côté de cela, tu es aussi le président fondateur de l'association Diaspora Physique. Ouais. Et j'aimerais te tirer un coup de chapeau déjà par rapport à ça. Merci. Bon, ma question est, d'où est venue cette idée de créer donc Diaspora Physique? L'idée est venue de, on va dire, plusieurs échanges, de plusieurs constats, plusieurs échanges avec des amis. Donc, déjà, c'est quand on vit au Cameroun, il y a des trucs on fait des constats, il y a des trucs qu'on critique. Mais quand tu n'as toujours connu que quelque chose, tu peux critiquer, mais tu peux savoir que ok, ailleurs c'est différent, mais à quel point c'est différent, tu ne sais pas. Maintenant, quand tu vas donc ailleurs et que tu fais l'expérience vraiment de cette différence, tu te rends compte que ok, là il y a c'était un gouffre. Il y a tellement de petites choses qu'on pourrait faire qui rendraient les choses tellement mieux au Cameroun, par exemple. Donc le problème n'est pas tant au niveau de la qualité des enseignements, parce que je suis arrivé en France, je n'ai pas vu une magie de la physique, je n'ai jamais vu. C'est pas comme si j'étais là que, mais je découvre la physique. C'est la physique qui est toujours appris à l'université Yaoundé 1. Mais il y a tout un encadrement autour, tout un environnement propice à l'émergence, à faire émerger des passions, à faire émerger, à faire voilà, exploser le talent des gens, à ce qu'ils sont vraiment intéressés parce qu'on les encourage à le faire. Ils ne sont pas livrés à eux-mêmes. Et du coup, partant de tous ces constats, voilà, et on s'est dit, ok, nous on peut le faire, on n'a pas besoin d'attendre que le chef de l'État vienne nous inviter, que s'il vous plaît, venez ici faire ça, relever la recherche camerounaise en physique. Non. Nous, on peut apporter notre contribution à l'écosystème qui est déjà là en place. On travaille avec les universités. On ne vient pas pour dire que bon, on veut tout changer, vous montrer comment on doit faire les choses. Non. Comment est-ce qu'on peut venir et dire que voilà les expériences qu'on peut apporter pour que le Cameroun puisse demain fournir des talents qui sont très reconnus, qu'on puisse développer la recherche locale et qu'on puisse l'appliquer localement. C'est un peu ça l'objectif et d'où l'idée est venue en gros. Ok, super. Bon, dans le cadre de la vulgarisation scientifique, je te donne, disons, 1 minute ou quelques secondes là pour donner les grands axes et les motivations de Diaspora Afrique. Ceci dans le but de galvaniser les personnes qui nous écoutent, nos auditeurs, et aussi peut-être de se rapprocher de nous pour pouvoir s'inscrire sur la plateforme. Ok, bon, là tu as parlé de vulgarisation et de Diaspora Physique Cameroun. Là, j'ai pas trop compris la question. Au gros, c'est de donner pourquoi les gens devraient venir s'intéresser à ce qu'on fait dans l'association Diaspora Physique Cameroun. Ok, donc voilà, comme je l'ai dit, l'objectif c'est de faire en sorte que pour une fois, sur le plan technologique et scientifique,
sur le plan de l'innovation, que l'Afrique ne soit pas toujours derrière en train de suivre, d'arriver à une étape quand les autres pays en Europe, en Amérique sont déjà, en Asie sont déjà à 100, on arrive au niveau 1, il faut qu'on soit à un moment donné leader aussi. Et pour être leader, il faut avoir de la ressource très qualifiée. Et pour avoir la ressource très qualifiée, en fait, ça part de la recherche dans le monde académique. Ce sont eux qui inventent. Aujourd'hui, on pense que ChatGPT, c'est une histoire d'ingénieur. Voir les gens qui ont fait les modèles et tout, sont des docteurs en informatique, en algorithmique, en je ne sais quoi, en IA. Ce ne sont pas des gens qui ont fait un bac plus 5 plus court, qui ont inventé le truc. Donc, c'est la recherche qui va, on a vu, apporter l'innovation. Donc, si on veut à un moment donné commencer à innover, et pas suivre la tendance. Voilà, il faut s'intéresser à ça. Moi, Yeah. Ouais, j'apprécie. Ouais. Ok. En gros, c'est ça. J'apprécie. Bon, Donald, nous tendons déjà vers la fin de notre entretien. J'aimerais ton mot de fin pour par rapport à une question. Ouais. Que penses-tu actuellement de la physique en Afrique et comment peut-on faire pour que les jeunes s'intéressent plus à la physique? Et quel est ton mot pour galvaniser et essayer de relever la conscience des Africains en ce qui concerne la recherche, l'importance de la recherche en Afrique? Ok. Pour moi, déjà, actuellement, en Afrique, moi, j'ai envie de dire que c'est notre ère, ça, c'est notre moment, comme on dit souvent, qu'il ne faut pas rater. On a tous les moyens aujourd'hui pour être parmi les leaders des prochaines révolutions technologiques. On peut dire qu'en 1920, quand on faisait la physique quantique, il n'y avait pas encore Internet, tout ça. On était loin, isolé, colonisé, on ne savait pas ce qui se passait ailleurs. Aujourd'hui, il y a les réseaux, voilà, on sait tout. Toute cette étape est passée donc. C'est notre moment d'être aussi au cœur des choses qui se passent et d'apporter notre contribution. C'est comme ça qu'on va le voir. Donc, j'espère que dans les prochaines décennies, l'Afrique sera leader dans la science et la technologie. Et quand on aussi parlé des jeunes, qu'est-ce qu'on peut faire pour les encourager à s'intéresser à la physique? Déjà, il faut d'abord les expliquer ce que c'est de manière vraiment pédagogique. Donc, d'où l'importance de la vulgarisation, qu'on puisse comprendre le rôle de la science, pourquoi la science est importante, pourquoi c'est bien d'avoir une culture scientifique et en quoi la science, développer la recherche fondamentale aussi, aide pour le développement, non pas seulement la recherche appliquée en fait. Pourquoi? Parce que toutes les innovations technologiques viennent d'abord, comme je l'ai dit, de la recherche fondamentale. Pour moi, ça vient en général, pas toujours, mais dans la plupart des cas, ça vient de la recherche fondamentale qui est ensuite transférée de manière appliquée. Donc voilà, il faut faire beaucoup plus de pédagogie, il faut beaucoup plus encadrer le monde universitaire surtout, parce que c'est de là que doivent venir les talents, que ce ne soit plus vu comme un endroit où c'est plutôt les derniers qui y vont, mais plutôt que de plus en plus les gens qui sont meilleurs, qui ont la potentialité de faire des recherches vraiment exceptionnelles qui permettra d'avoir des prix internationaux, la reconnaissance internationale, puissent y aller pour qu'on puisse avoir cette gloire en fait. Donc, en gros, ça, c'est ma vision de la chose. Ok, ok. Bon, Donald, bon, mais il y a quelque chose qui manque. Tu n'as pas terminé ton propos par donner le mot qui va galvaniser. Le mot qui va galvaniser, je ne peux que dire, les gars, foncez. Si... Moi, je sais que les Camerounais rêvent. Je ne pas faire des discours compliqués. En fait, pour être un peu plus précis dans la question, si un jeune veut être comme toi, aujourd'hui, veut finir à Polytechnique de Paris, qu'est-ce que tu lui diras? Un jeune qui vient de passer son bac. Je lui dis, gars, si tu viens d'avoir ton bac et que tu as de très grands rêves dans la science, tout ce qu'il peut te dire, c'est fonce. Et surtout, ne te limite pas. Ça, c'est ce qu'il peut te donner. Ne te limite pas toujours à ce qu'on te donne. C'est-à-dire, on t'a donné un support de cours, ça concerne ça. Tu te limites uniquement à ça, même si ce support de cours n'est pas complet. Aujourd'hui, Internet, va sur Internet trouver des cours de d'autres universités internationales. Il faut toujours chercher à avoir le standard international, ne pas se limiter juste à ce qu'on a entre les mains. Et voilà, essayer de comprendre les choses en profondeur, ne pas se limiter à... Si on te dit, ici, il fallait appliquer cette formule, tu dis, ah, ok. Demande-toi, mais pourquoi il fallait appliquer cette formule? Ne dis pas seulement, ok, il faut appliquer cette formule ici. Non. Essaie de comprendre les choses et fonce.
Et tu y arriveras, pour moi, tu y arriveras. En effet. Merci pour ta conclusion. Nous sommes parvenus à la fin de cet entretien. J'aimerais te remercier pour avoir accepté de te prêter au jeu. Chers auditeurs, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, vous abonner et ainsi que cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Voilà. Abonnez-vous à la Merci chaîne. Donald. Merci à toi. Bye.